RCF Notre-Dame. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici En lettres de foi. Bénédicte d'Artigalongue raconte. Le jardin des mensonges. Le motif du jardin est un bon support pour des projections symboliques. Le paradis, le verger merveilleux où l'enchantement est présent partout, le parc à la française qui contraint la nature, ou à l'anglaise qui la laisse librement s'exprimer. Aujourd'hui, je vais parler du Jardin des mensonges, écrit en 2018 par la romancière anglaise Susan Fletcher. L'histoire commence à Londres au début du XXe siècle. Le personnage principal est Clara Waterfield. Dès l'enfance, on lui a diagnostiqué la maladie des os de verre, qui l'a obligée à rester confinée chez elle, puisque chaque choc est susceptible de provoquer une fracture. Sa mère et son beau-père sont aux petits soins avec elle, mais lorsqu'elle passe 18 ans, ils l'autorisent à vivre sa vie. Consciente des risques, elle passe un long moment à apprendre à se déplacer dans les transports en commun, à faire des achats. Elle découvre, lors de ses promenades, le jardin des plantes Kew Garden et se lie d'amitié avec un jardinier, puis elle apprend à identifier les plantes. Peu après, cet homme lui propose un emploi, plus haut dans le pays, chez un riche propriétaire qui a fait construire une verrière sur son domaine et souhaite la remplir de plantes. Clara accepte et part. Le domaine où elle va loger et travailler est particulièrement contrasté. La maison a été abandonnée pendant de très longues années, mal restaurée, pas encore ni vraiment propre ni confortable. On a changé la fonction de certaines pièces, ce qui crée une ambiance un peu dissonante. En revanche, le jardin est sublime. Il est entretenu depuis toujours par une équipe de jardiniers locaux et Clara ne comprend pas la raison d'un tel décalage. Un peu endurcie par ses souffrances passées, elle ne cesse de poser des questions au personnel. Et plus elle pose de questions, moins elle obtient de réponses. En joignant les bribes de récits, elle comprend que l'actuel et mystérieux propriétaire vient rarement, s'enferme au premier étage, ne veut voir personne, mais paye bien. Elle apprend aussi que le jardinier en chef est en réalité de la famille des anciens propriétaires, présents sur le domaine depuis des générations. Mais surtout, elle entend des bruits de pas la nuit, et chacun s'obstine à lui dire que la maison craque, s'affaisse, alors que Clara a nettement reconnu des pas humains, des frottements de portes et d'autres bruits effrayants. L'ambiance la nuit est pesante, notamment pour la gouvernante, Madame Bale. Effrayée par les bruits, elle finit par se confier à Clara. D'après elle, le fantôme de la sœur du jardinier en chef, l'ancienne propriétaire donc, hante la maison et fait peur à tout le monde. Elle justifie cette affirmation en rappelant que cette femme, Véronique, avait de mauvaises mœurs de son vivant. Telle vivante, telle fantomesse. Mais Clara, qui a vécu dans la crainte des chocs, est particulièrement pragmatique. Elle ne croit absolument pas à tout ce qui est invisible. Pour elle, une personne s'amuse à faire des bruits la nuit, un point c'est tout. Et elle est décidée à en avoir le cœur net. Ainsi, elle commence une enquête et se rend compte que les avis manquent de fermeté, car la question des bruits est particulièrement taboue. Elle finit par rencontrer le propriétaire qui reste évasif, plus encore que tous les autres. Le point commun qu'ils ont est qu'ils sont particulièrement fatigués, à bout. Il y a donc une tension très intéressante sur l'interprétation liée à la nature du personnage invisible. En réalité, le personnage principal, c'est lui, ou elle. Clara, la pragmatique, est donc amenée à forcer un peu les résistances pour obtenir des renseignements sur l'histoire des lieux. Et elle fait une incursion dans son propre passé. Elle explique au pasteur local qu'elle ne croit pas à l'invisible et qu'elle n'entre plus dans les églises depuis le jour où sa gouvernante Millicent l'a amenée au culte pour que l'assemblée prie pour elle, et où elle a été vilipendée par le pasteur de l'époque qui l'a publiquement accusée d'être une grande pécheresse responsable de sa maladie.
Je rappelle qu'elle avait 5 ans. Depuis, elle ne croit qu'à la dureté des meubles et à la croissance des plantes. Son interlocuteur, le pasteur actuel, se tait et part, la laissant sans voix. Il revient le soir, échevelé, et presque en pleurant, expose que le pasteur qu'il a humilié dans son enfance est un mauvais pasteur, qu'il ne comprend pas qu'on puisse dire des choses aussi horribles, et qu'il a causé de grands dégâts pour l'âme de Clara. Il termine son discours en hurlant qu'il est homme autant que pasteur, et qu'il supporte mal de devoir étouffer l'homme en lui pour être pasteur à chaque heure du jour et de la nuit. Pour conclure, ce roman est très intéressant car il confronte en réalité diverses croyances. Certains croient aux fantômes, d'autres à l'immortalité de l'âme, d'autres à la malédiction familiale, d'autres encore ne croient qu'en ce qu'ils touchent et voient. La romancière établit très bien que ce sont toutes des croyances qui trouvent leur origine dans le passé des personnages. Au fond, personne ne s'écoute vraiment dans le roman. Il représente une sorte d'obscurantisme moderne où tous les avis sont possibles sans que personne ne sache remettre le sien en question.